La Côte d'Ivoire peut permettre à mes enfants de s'épanouir à la fois au niveau scolaire, mais après au niveau professionnel, de par les opportunités professionnelles qui vont se présenter à eux. L'Afrique est en plein boom, en plein développement. La Côte d'Ivoire est l'un des moteurs de ce développement. Voilà, c'est vraiment pour moi important de pouvoir aussi m'inscrire dans la durée et de me dire que je suis ici et que mes enfants pourraient s'y plaire et pas rencontrer les problèmes qu'on a en Occident liés à mon enfance. J'aurais eu du mal en 2030 rencontrent les mêmes problèmes que moi dans le monde du travail de par leur couleur de peau. Je suis Elodie, freelance et formatrice dans la tech. En 2017, à la fin de mes études, je rêve de m'installer en Afrique. 7 ans plus tard, je concrétise ce projet en famille et on choisit la Côte d'Ivoire. C'est officiel, nous sommes désormais RIPAT, des afro-descendants qui reviennent vivre sur la terre de leurs ancêtres. Toi aussi, tu en rêves sûrement, mais tu as peur de ne pas trouver d'emploi stable, une éducation de qualité pour tes enfants ou des clients pour te lancer comme entrepreneur ou freelance. Eh bien, désormais, tu as à tes côtés Life of Ripat, un podcast où tu vas découvrir le portrait de nombreux Ripat, salariés, entrepreneurs, parents, freelance et j'en passe. Ils vont t'expliquer leur quotidien, leurs sources de revenus, leur style de vie, autant d'informations qui te permettront de passer le pas et venir t'installer là où tout a commencé, en Afrique. C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'interview Massiré. J'ai souhaité l'avoir au micro de Life of Ripat car c'est un challenger. Vous allez voir, son parcours est impressionnant. Multi-entrepreneur, il décide d'un beau jour de tout recommencer en Afrique, en famille, avec plusieurs enfants à charge. Forcément, lors de la préparation de l'épisode, j'ai beaucoup pensé aux parents qui souhaitent rentrer, s'installer en Afrique et dont les craintes sont souvent plus prononcées que pour d'autres profils. J'espère sincèrement que ce que vous allez entendre va vous aider. Je ne vous en dis pas plus. Salut Massiré, comment vas-tu ? Salut Hello, je vais bien, merci. Et toi, comment vas-tu ? Ça va très bien. Je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. J'ai hâte que tout le monde découvre ton parcours là, dans cet épisode. Et on commence tout de suite. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton enfance ? Où es-tu né et où tu as grandi, s'il te plaît ? Alors, je suis né à Maison-Alfort. J'aime bien dire, pour ceux qui connaissent la chanson de MC Solar, Bouge de là, tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison-Alfort. Voilà, donc je suis né dans cette ville-là, dans le 9-4. Puis j'ai grandi à Alfortville durant ma maternelle et je suis parti ensuite à Champigny-sur-Marne dans le 94 et j'y suis resté jusqu'à mon départ de la région parisienne. Alors, j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle le Bois-l'Abbé. Pas toujours facile, mais bon, c'était, on va dire, une école d'apprentissage de la vie, de par les difficultés qu'on a rencontrées dans ce quartier. Mais bon, j'ai réussi à prendre la bonne voie qui m'a mené vers l'endroit où je suis aujourd'hui. Donc, à partir de là, j'ai quitté la région parisienne pour d'autres nouvelles aventures. Je suis parti en Corse en 2005, puis à Montpellier en 2006. En 2009, je suis arrivé près de Marseille et puis j'y suis resté jusqu'à 2023. Et là, 2023, je suis nouvel habitant de la ville d'Abidjan. On reviendra sur ça juste après. Et donc oui, tu disais que c'est un quartier difficile. C'est dans quel sens ? Est-ce que, en fait, c'était un quartier peut-être populaire ou t'as grandi dans une cité ? Oui, j'ai grandi dans une cité et à vrai dire, mon collège, c'était un zoo, c'était n'importe quoi. L'environnement était difficile pour l'enseignement. Je plaignais franchement des enseignants qui étaient là et qui travaillaient parce que les conditions étaient très dures. Et du coup, donc c'est quoi qui t'a poussé à quitter la région parisienne pour aller en Corse en 2005 ? J'avais envie de changement et j'avais le choix entre... alors parce que je suis parti faire passer un bachelor à Cardiff au Pays de Galles. Puis donc j'avais le choix entre repartir en Angleterre ou rejoindre ma copine de l'époque, qui est devenue ma femme, en Corse. Et j'ai fait ce choix-là d'aller en Corse.
Bon, bah, c'est un beau choix et c'est ce qui vous a amené aussi, où vous en êtes aujourd'hui et après de ça, donc après de la Corse, vous êtes, du coup partis, à Marseille? Alors en fait, non, pas tout de suite. En fait, j'ai fait, 1 été, 1 hiver, 1 été, mais j'ai pas fait de 2e hiver. En venant de la région parisienne où on est habitué à avoir, voir énormément de monde, on a une mobilité qui est facile. L'insularité, c'est quand même assez difficile, quand on vient d'une grande ville, enfin de la région parisienne. Donc, me retrouver sur une île, avec finalement peu de choses à faire, en hiver, c'était assez compliqué. Alors que l'été, la population de l'île est multipliée par 10, par 15, par 20 et là, on prend plus de plaisir avec, des gens qui viennent, d'un peu partout. Donc j'ai fait un été, un hiver, un été et après on est parti, sur la région de Montpellier. Alors je suis arrivé à Montpellier pour, une opportunité professionnelle et en 2009, j'ai quitté Montpellier pour, m'installer, un peu plus longuement autour de Marseille. D'accord, OK. Toujours du coup avec ta femme. Absolument et c'est là qu'on a fondé notre cocon familial. Et par rapport, donc à tes parents, est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus? D'où est-ce qu'ils, viennent, Alors, donc, moi je suis, d'origine malienne et sénégalaise. Donc, mon père c'est un Soninké qui est arrivé en France dans les années fin des années 60 et ma mère, qui est donc, d'origine sénégalaise, qui est née au Mali et qui a vécu, entre Bamako et après l'adolescence à Abidjan. Puis un certain nombre d'années, elle est venue, ensuite en France. Donc, je suis, on va dire, un mélange de l'Afrique de l'Ouest. et donc tu as ouais, tu cette triple culture en tout cas entre, le Mali, le Sénégal et bah, la France? Et la Côte d'Ivoire du coup, parce que une fois que j'ai eu les moyens, je venais en vacances moi à Abidjan. Donc c'était, un endroit où, que j'aimais fréquenter. D'un point de vue si on revient aussi, tu vois, un petit peu plus, au-delà de où est-ce que tu as vécu, quel a été un peu ton parcours académique? Alors, donc, j'ai été, dans une école primaire, ça s'est bien passé, j'étais un élève moyen. Je suis arrivé au collège, donc difficile les conditions, donc je suis resté un élève moyen et sauf en troisième. On va dire que j'ai souvent fait le minimum pour avoir, les notes qu'il me fallait. Je mettais un coup d'accélérateur, les moments les plus judicieux et pertinents pour, ma scolarité. Donc en troisième, j'ai eu des très bons résultats et puis après première re STI électronique, terminale STI, là pareil, j'ai eu des bons résultats au terminal et donc j'ai obtenu, mon bac. Après, à l'issue de mon bac, j'ai fait un BTS électronique, donc j'ai été dans la continuité. Donc en 2 ans, pareil, que j'ai obtenu. Puis il me manquait, une chose, c'était, l'anglais. Donc j'étais pas très bon en anglais et je savais que pour évoluer dans le monde, moderne, il fallait avoir un niveau d'anglais suffisamment bon pour, pouvoir, converser. Donc je suis parti, à Cardiff, au Pays de Galles, pour passer un bachelor et en fait, ça m'a permis justement de bien progresser, en anglais, ben, de ne pas ressentir la frustration que j'aurais pu avoir, en me disant que je vais rentrer dans le monde professionnel et avec un bon niveau d'anglais, ce qui me permettra de m'ouvrir des portes, au quotidien, avec les opportunités qui pourraient se présenter à moi. Ouais et c'est vrai que de toute façon encore aujourd'hui, on le dit assez souvent, hein, que si on a l'opportunité d'inclure, une autre langue, surtout qu'on parle, essentiellement français, c'est vrai que ça peut faire, la différence, pour pas mal, d'opportunités. Donc on le redira jamais assez. Moi, je le vois par exemple, enfin mon conjoint qui peut avoir moins d'opportunités par rapport à ça. Encore aujourd'hui, ça reste une réalité, lorsqu'on a grandi dans un pays, francophone. Et quelles ont été, par la suite, tes premières expériences professionnelles une fois que tu avais, ton BTS et donc cette expérience-là, ce bachelor, à Cardiff? En fait, je suis venu d'abord en région parisienne, disant que voilà, mon père était un peu fatigué, donc je suis venu passer un peu de temps avec lui et là, je suis parti, en fait, j'ai essayé de chercher du travail comme un peu tout le monde, puis j'étais confronté aux difficultés liées au fait que je m'appelle Massiré Koulibaly, que je vis, à Champigny-sur-Marne, donc on connaît le processus, on envoie des CV, pas de réponse, pas de réponse. Je me suis dit, peut-être qu'il fallait que j'aille ailleurs pour, essayer de changer, mon destin et c'est là que j'ai eu donc l'opportunité d'aller soit en Angleterre, soit d'aller en Corse, où, j'avais un poste qui m'attendait, là-bas, où j'ai postulé et on m'a pris. J'ai eu de la chance et donc j'ai choisi la Corse et donc je suis parti,
pour ma première expérience professionnelle en Corse. Donc c'était à Radio France Bleu Corse, où j'étais chargé de la partie technique sur tout ce qui est ingénierie du son et autres, prise de son, réalisation de jingle, accompagnement studio. Voilà, c'était ma première expérience professionnelle en tant que telle dans la vie active. Sinon, avant ça, j'ai eu plusieurs boulots comme animateur, comme technicien outline chez Free, mais bon, ça compte pas, même si c'était aussi instructif. C'est intéressant ce que tu dis. Alors, je reviens sur, le fait que tu aies du mal à trouver en région parisienne. En France, la région parisienne est quand même, connue comme étant le premier bassin, d'emploi et donc tu te dis que tu avais aucune opportunité qui t'était proposée, sur un rôle de technicien. On sait que c'est quand même un secteur qui est assez demandé. Tu as jamais eu d'entretien ou de proposition d'embauche? J'ai eu une fois un entretien pour travailler en fait chez Peugeot Citroën, c'était à l'époque. Donc j'ai passé toutes les étapes de l'entretien, puis je suis arrivé à la fin. J'avais possibilité entre moi et un autre, et en fait ils l'ont pris. À un moment, soit on reste là et on attend et on s'embourbe, comme j'ai des amis qui sont restés à s'embourber et jamais réussir à travailler professionnellement, soit on essaie de déclencher le processus de salariat. Et donc, c'est ce que j'ai décidé de faire en allant tenter l'aventure ailleurs. Bah, déjà, félicitations pour cette décision parce que je pense que quand on essuie pas mal de refus, ça peut aussi démotiver. C'est aussi ce qu'a pu, connaître, une de mes premières res invitées. C'est marrant parce que tu dis que tu as trouvé en Corse. Je pense que c'est aussi le bon endroit pour en parler. Pour moi, alors je suis jamais partie là-bas, mais de ce que j'ai pu entendre et notamment en tant que destination de vacances, la Corse est connue, dans les communautés noires comme étant un endroit où a priori il y a quand même pas mal, de racisme. Je pense qu'avec toi, on va peut-être déconstruire ce préjugé ou cette idée ou peut-être que tu as des précisions à nous donner parce que, bah, finalement ta première opportunité, tu l'as eue là-bas. Est-ce que c'est parce que ta femme était originaire de là-bas ou pas du tout? Alors non, à la base, pas du tout. À la base, c'est vraiment parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui était motivé et compétent. Et en fait, on m'a donné l'opportunité. Alors, j'ai une chose à préciser, c'est que une fois que je suis arrivé, le fait que je sois noir et que je travaille là-bas, ça a posé des problèmes. Parce que on a eu le discours: «Oh non, pourquoi on fait venir quelqu'un de l'extérieur? On donne pas le poste à un Corse et autres». Voilà, donc oui, j'ai entendu ce discours-là. Et en dehors de ça, j'ai pas eu d'autres problèmes liés au racisme. Alors, il faut dire que c'est vrai qu'il y a un gros racisme vis-à-vis des Maghrébins. Et en fait, à l'époque où j'allais, j'étais en Corse, en fait, il y avait pas beaucoup de Noirs. Quand je croisais un Noir dans la rue, on se checkait, on se saluait. On disait: «Oh, tu viens d'où?» et tout ça, on se parlait tellement qu'on n'en voyait pas. Donc, c'était vraiment exceptionnel. Et en fait, quand on était noir là-bas, pour eux, on était footballeurs. En plus, j'ai Koulibaly. Koulibaly, c'est un nom connu dans le football. Donc voilà, pour tout le monde, j'étais un footballeur. J'ai même deux anecdotes. J'arrive, je vais à la banque, donc je vais ouvrir un compte bancaire. Et là, le conseiller me voit: «Ah, monsieur Koulibaly». Et puis là, en fait, il a plein de tiroirs. Il prend le tiroir de tout en bas et il me sort, voilà, Black Card American Express. Je dis: «Mais pourquoi vous me sortez ça?» Il dit: «Mais vous êtes pas footballeur?» Je dis: «Non, non». Il dit: «Donnez-moi la carte électron là, sans frais, le moins de frais possible et autres». Pour lui, j'étais un Koulibaly, je venais ouvrir un compte, j'étais un footballeur. Voilà le cliché. Une autre anecdote, donc ma mère, bon, je fais un Western Union comme on le fait souvent. J'arrive, je fais la queue et la femme, elle me dit: «Non, non, passez, passez, passez». Donc bon, moi, il y a la queue, je passe. Et puis après, elle me dit, donc elle me donne: «Donnez-moi ce que vous voulez faire». Donc elle me fait là et puis à la fin, avant de partir, elle m'a dit: «Il faut gagner». Elle serre le poing, elle me regarde: «Il faut gagner ce soir». J'ai dit: «Oui, oui, on va gagner ce soir, oui, oui». Pour elle, elle m'a fait passer devant tout le monde, j'étais un footballeur. Donc voilà, je devais pas faire la queue, je devais passer. Et donc ouais, c'était un peu comme ça. J'avais des potes, ils me disaient: «Viens, on va en boîte». Et puis je mettais des lunettes, on arrivait, on nous mettait directement au carré VIP. Voilà, parce que pour eux, c'est vraiment le cliché, je suis au foot. Si je suis noir, je suis en Corse, c'est que je joue au foot. Sinon, j'ai rien à faire là-bas, grosso modo. Voilà, c'était un peu comme ça ma vie pendant l'été. C'était la vie de jet-setter, sans les finances, mais c'était pas mal. On profitait bien. Voilà, donc c'est ça que j'ai fait un été. J'ai dit: «Ah non, je vais refaire un deuxième été quand même». Un deuxième été de star quand même. C'est à ton avantage et je pense qu'il y en a plein qui vont pouvoir, qui vont partir là-bas après t'avoir entendu. Là, par rapport à ta situation familiale, donc comme tu me disais, tu as rencontré, juste avant de partir en Corse, ta femme et donc aujourd'hui vous avez, 3 enfants.
Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, bah, voilà, sur votre situation, enfin, l'âge de vos enfants, Donc, bon, j'ai 3 enfants, donc, un qui a 13 ans, mon aîné, puis, 2e, 9 ans et la dernière, 2 ans et demi. Donc, je suis en couple, depuis 21 ans avec ma compagne et on s'est mariés le jour de nos 10 ans, en 2013. Ouais, c'est beau. Félicitations. Merci, merci. Et en fait, dans toutes les aventures que l'on a eues, ben, je suis allé en Corse pour elle et puis, bah, tout le reste, elle m'a suivi, qu'on parte à Montpellier et puis après ensuite, près de Marseille, et jusque-là, ben, elle a suivi, les aventures que je lui ai proposées. Comme on dit, si elle continue de me suivre, c'est qu'elle y trouve, du plaisir. Enfin, je pense que c'est ça qui est important. C'est, de pouvoir, se dire que en fait, on a la capacité de bouger, de découvrir un peu le monde, et d'avoir toujours des projets et des projets qui se concrétisent, ben, ça enrichit. Ça enrichit les personnes, ben, de chaque lieu a des spécificités locales et en fait, on s'enrichit personnellement à, ben, en fait, à rencontrer des gens, à avoir des amis. Entre la Corse, Montpellier et Marseille et même jusqu'à Nice, en fait, on a des amis partout. Mais en tout cas, ouais, c'est un beau parcours. Félicitations à vous 2. Juste avant de partir, en Afrique, vous viviez où? Alors en fait, depuis, 2015, on avait acheté une villa, à côté d'Aix-en-Provence. On vivait là, un petit village, 3 000 habitants. Le bon côté pour moi, c'est qu'en fait, j'aime après avoir grandi dans un quartier, difficile en cité, en fait, j'avais besoin de vivre comme ça dans un petit village où, je sais que mes enfants pourraient vivre, en toute sécurité. Mais en fait, tout le monde se connaît un peu cette ambiance-là et bon, j'étais le seul noir du village et puis bon, bah, ça s'est bien passé, hein. Il n'y avait pas de problème particulier, étant donné que j'ai jamais donné l'opportunité à ce qu'on manque de respect et jamais donné l'opportunité à ce qu'on ait des préjugés ou des a priori, sur moi. Une bonne entente avec le voisinage. Je me plaisais bien j'avais plein d'amis notamment là. Après avec les enfants, on connaît d'autres parents et puis on a un tissu social, établi, assez important et c'était une belle vie dans le sud avec un beau temps, tout ce dont les gens rêvent, en général. Et donc vous aviez donc, cette villa-là. Votre situation professionnelle à tous les 2 avant de partir, donc toi, tu faisais quoi à ce moment-là juste avant de partir en Afrique? Bon, j'ai eu, une expérience professionnelle qui est riche. J'ai fait beaucoup de choses dans la vie. Juste avant de partir, en fait, on a eu l'opportunité de racheter un supermarché, qui vivotait à Marseille. On l'a racheté en 2016 et on y est resté jusqu'en 2023. Donc le challenge, c'était de réinvestir et de tout réaménager, de remonter une nouvelle équipe, et en fait de repartir à la conquête, de la clientèle tout simplement. Et on va dire que le challenge était osé au départ parce que on venait ni elle ni moi de la grande distribution. On avait un programme de 2 mois de formation et le reste, en fait, on s'est formé sur le tas. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on sait tous les 2 bien faire, c'est le commerce. Et ben, c'est un peu la stratégie qu'on a mis en place qui nous a permis d'aller chercher, de nouveaux clients et ben, de faire, multiplier le chiffre d'affaires par 3, ce qui nous a permis d'avoir une vie très confortable, dans le sud de la France. Je me dis, ouais, vous aimez vraiment bien les challenges parce que 2015, vous achetez une villa et l'année d'après, et je pensais qu'il y avait déjà un prêt en cours et cetera, vous achetez un supermarché, un fonds de commerce. Eh oui, oui. Ben, on va dire que avant ça, j'ai déjà eu un restaurant, j'ai déjà eu, une société de conseil. Je pense qu'en fait, la vie, elle vaut d'être vécue et que lorsqu'on a des possibilités, et des opportunités qui se présentent à nous, il faut les saisir parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit. En fait, j'aurais jamais imaginé être, salarié, me lever, faire, du 9h-17h, et faire la même chose toute ma vie. En fait, je pense que je serais mort à petit feu parce que c'est pas du tout ma conception de la vie. Ma conception, c'est de toucher, des domaines que je connais pas et en mode autodidacte, aller apprendre, 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 apprendre et essayer avec mon expérience, ben, de faire fructifier cette connaissance, ben, en ayant des résultats qui sont, probants et qui permettent de faire vivre ma famille. Donc oui, c'était un challenge difficile. J'ai passé,
2 ans, les 2 premières années, à travailler allez, 5 heures du matin jusqu'à 23 heures, quasiment tous les jours, pendant les 2 premières années. Et une fois que le rythme croisière a été atteint, on va dire que je travaillais le matin jusqu'à 15 heures. Après, j'avais les équipes qui étaient mises en place. Et après, en fait, j'avais un confort de vie qui était... donc, j'avais les finances et le confort de vie qui me permettait de bien profiter de la vie. Donc, voilà, j'ai compris que je m'étais sacrifié de ces 2 années, mais que derrière, en fait, on sent le résultat. Donc, et c'était ça le but. Par rapport à tous ces business-là que vous aviez, comment vous vous répartissiez? Par exemple, juste sur le supermarché, est-ce que vous faisiez, tout à 2 ou par exemple, il y avait, une partie que gérait ta femme et toi, une autre partie que tu gérais de ton côté? Donc, le restaurant, j'étais tout seul. Société de conseil, j'étais tout seul. Elle a été salariée de son côté à chaque fois que j'avais une situation entrepreneuriale. Et là, en fait, pour ce challenge-là, il fallait que l'on soit deux. Il y a un aspect qui est fondamental lorsque on est dans une activité en famille, c'est que chacun doit avoir son secteur d'activité. Et en fait, il ne faut pas empiéter sur l'autre. Le challenge, il était là, c'était de réussir à avoir chacun son côté. Donc elle était sur les aspects plutôt comptables. Elle gérait les commandes, une partie des commandes, les comptables et une partie des commandes. Et moi, je gérais donc la partie avec mon équipe de commandes sur le frais, donc le périssable, où c'était plus sensible, et sur tous les aspects de management, recrutement, formation, intégration, management, plan de com. Tous ces aspects-là, c'était géré par moi. La difficulté, c'était de pas empiéter l'un sur l'autre sur les responsabilités. Parce que c'est là qu'après on arrive sur des points de discorde, de dispute, et qui créent énormément de tensions. Donc c'était pas un exercice facile au début, surtout parce que j'aime bien un peu tout contrôler, enfin avoir une vision large et périphérique. J'empiétais pas mal sur son secteur, mais bon après, pendant les 2 premières années, j'ai pas mal empiété, mais j'étais là tout le temps, donc il fallait que je sois au courant de tout. Et puis après, une fois que j'ai fait un step back par rapport à l'activité, j'ai aussi moins regardé ce qu'elle faisait et je me suis plus concentré sur mes équipes. Donc aussi une super gestion, d'équipe en termes de couple. C'est ouais, c'est intéressant. Bon, je te rejoins aussi sur le fait effectivement que même dans le quotidien d'un couple, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement il faille, avoir, des rôles, bien différents et des responsabilités différentes, pour que ça fonctionne bien. Nous, c'est ce qu'on fait aussi et ça marche très bien. Aujourd'hui, est-ce que ce business, donc ce supermarché, vous l'avez encore? Ou vous l'avez vendu ou délégué avant de partir, en Côte d'Ivoire? Pour refaire l'histoire, donc on s'était dit qu'on voulait un nouveau challenge. En fait, le fait que le supermarché tourne bien et qu'on gagne de l'argent, et ben en fait, ça me convenait plus. Dans le sens où, en fait, le challenge était réussi. On gagnait bien notre vie. J'avais besoin d'un nouveau challenge. J'avais besoin de repartir sur une nouvelle activité. J'avais besoin de refaire quelque chose. En fait, continuer à gravir les échelons. Je ne vais pas dire que je suis un éternel insatisfait, mais la vie m'a appris que j'avais des aptitudes et des capacités et que si je décelais une opportunité, en fait, j'arrivais à la transformer, on va dire en quelque chose de pas grand, mais en tout cas d'une expérience réussie. Donc on a commencé à voyager pour rechercher ce que je pouvais faire. Une fois qu'on a trouvé, ben, on s'est dit que on vendrait le fonds de commerce et on a vendu le fonds de commerce. Il y a un élément qui a quand même précipité la vente du fonds de commerce, c'est qu'en 2022, il y a eu la guerre en Ukraine. Moi, je travaillais sur les aspects des frais généraux, donc j'avais fait un travail un an auparavant pour assainir nos frais généraux, pour améliorer notre marge et notre rentabilité. Et la guerre en Ukraine est arrivée et on a multiplié par 3 le prix mensuel d'électricité. Donc on est passé de 1 800 € à 5 000 € par mois. Ben, cette augmentation du jour au lendemain injustifiée pour une guerre en Ukraine, on entendait qu'il y avait une mise en place de l'État, des aides pour les entreprises et autres. C'était des usines à gaz. Et deuxièmement, en fait, on gagnait pas tant sur les aides, étant donné que dans le prix de l'électricité, en fait, il y a une grosse partie qui est taxe d'acheminement, la TVA, différentes taxes en fait qui font que
le prix du kilowattheure au sein de tout ça, c'est pas là qu'on fait les plus grosses économies. Donc voilà, j'ai dit: «On me prend de l'argent directement dans ma poche». On commence à payer le quoi qu'il en coûte, et donc j'ai dit, moi ça a accéléré la décision de vendre le fonds de commerce, avec les factures d'électricité qu'on avait et 1 an après, en février, 2023, j'ai vendu le fonds de commerce. Avant de partir, la maison, vous en avez fait quoi? Vous l'avez louée? Vous l'avez vendue aussi? Alors la maison, on a fait du Airbnb. Voilà, on a une cousine à ma femme qui habite pas loin et qui gère, les entrées-sorties, de la maison, en Airbnb. Ouais, mais totalement, c'est une bonne stratégie, à laquelle, j'adhère aussi. Un moment, vous vous dites que vous allez vous installer en Côte d'Ivoire. Donc que s'est-il passé pour vous décider à partir? J'ai un ami qui voulait aussi partir. Donc en fait, on a décidé d'aller voir, à Miami ensemble. On avait une opportunité là-bas. Donc on est parti en famille, sa famille et la mienne, durant, 3 semaines et en fait, on a essayé de regarder, voir, voilà, est-ce que le projet était viable? Est-ce qu'on pouvait tenter cette aventure? Et puis j'avoue que franchement, bon, les États-Unis, c'était la deuxième fois que j'avais déjà été à New York, donc là, j'ai été à Miami. Je trouvais ça, j'aime bien la ville. Si c'était gagner de l'argent pour gagner de l'argent, en fait, ça me bottait pas tant que ça finalement. Moi qui avais rêvé pendant des années du rêve américain, en fait, ça me bottait pas tant que ça. Puis j'ai continué, je suis parti donc après à Dakar en février 2021. Et avant ça, on est parti à Abidjan en 2020, j'ai oublié, et en famille. Et là, en fait, lorsqu'on est arrivé à Abidjan, mes enfants s'y sont très bien sentis, ma femme aussi. On se disait que contrairement à Miami, en fait, on sentait qu'en venant ici, on pouvait avoir un impact. On sentait qu'on pouvait, de par notre expérience, réussir à relever des challenges, développer activités qui permettraient de peut-être aider certaines personnes qui sont ici de différentes façons. Et en fait, c'est là, pendant ce séjour-là, qu'on a pris la décision de venir à Abidjan. Puis je suis parti quand même à Dakar donc en février 2021 pendant la CAN pour être sûr que c'était pas une destination qu'on pouvait exclure. Et en fait, en y allant, il y avait trop de Wolof au quotidien. Pour mes enfants et ma femme, ça aurait été compliqué d'être là et puis d'entendre le Wolof tout le temps. On a l'impression un peu qu'ils sont en train de parler sur toi, ou tu as des employés puis ils parlent Wolof entre eux, tu vois, c'est pas top, c'est pas top. Donc on se dit: «Bon, le Dakar, bien que j'ai de la famille aussi là-bas, valait mieux que je tente pas l'aventure, et que je me dirige vers la Côte d'Ivoire». C'était une évidence que c'était Abidjan, le lieu qu'il fallait pour, installer ma petite famille. OK, ouais, et comme prochain challenge, mais c'est vrai que Dakar, en tout cas, cette particularité-là de la langue, donc du wolof, et le fait qu'elle soit pratiquée au quotidien, bon, après c'est culturel et c'est une réalité, hein, locale, hein. Mais effectivement, c'est vrai que quand on le parle pas, j'ai souvent entendu qu'on pouvait y avoir ce sentiment d'exclusion par rapport au fait de pas le parler. Et par exemple, mon conjoint a fait ses études là-bas à un moment. D'autres, amis qui ont eu à faire leurs études là-bas à un moment, ont ressenti la même chose. Donc, c'est une réalité, soit on s'y fait ou on s'y fait pas. Mais ouais. Par rapport à l'impact dont tu parlais, est-ce qu'à un moment tu t'es dit que dans ton parcours que, tu allais, rentrer en Afrique pour, contribuer, au développement et à l'amélioration de la vie, potentiellement des locaux sur certains points. Est-ce que tu vois, à un moment, tu as eu cette vision-là et donc tu t'es dit que quoi qu'il arrive, tu t'installerais là-bas ou pas forcément? Non, en fait, bien que comme, je t'avais dit tout à l'heure, lorsque j'ai eu, des moyens de voyager par moi-même, mais en fait, j'ai quand même pas mal voyagé, mais j'étais un peu dans le mouvement coupé-décalé. Donc, je venais, tous les ans, faire le 31 décembre, à Abidjan. Je venais des fois dans l'année. Moi, je kiffais la vie abidjanaise. Quand on est jeune, on aime bien se sortir, on aime bien s'amuser. Abidjan, c'est un point parfait parce que c'est chez nous, donc c'est l'Afrique. Il y avait déjà des bonnes infrastructures à l'époque et puis ça s'est quand même, calmé au niveau de la fête, bien que ce soit encore festif, mais à l'époque, c'était de la musique partout, partout, à toutes les heures, c'était autre chose. Donc je savais pas, en fait, à cette époque-là que je pourrais venir, déménager, m'installer ici. Mais lorsque je suis venu en 2020, c'est là que mais je vois bien mes enfants grandir dans cet environnement-là et leur permettre d'avoir des perspectives, pour l'avenir.
On va dire qu'Abidjan était capable de m'apporter le côté impact que je pouvais avoir, mais aussi le côté perspective pour mes enfants, pour qu'ils puissent ne pas forcément vivre des situations qu'on peut rencontrer sur d'autres continents. Le fait d'être dans un continent et un pays en particulier où l'hospitalité est grande, si ça reste comme ça, ils vont. Ouais, je savais qu'ils allaient s'y plaire énormément. La Côte d'Ivoire peut permettre à mes enfants de s'épanouir à la fois au niveau scolaire, mais après au niveau professionnel, de par les opportunités professionnelles qui vont se présenter à eux. L'Afrique est en plein boom, en plein développement. La Côte d'Ivoire est l'un des moteurs de ce développement. Voilà, c'est vraiment pour moi important de pouvoir aussi m'inscrire dans la durée et de me dire que je suis ici et que mes enfants pourraient s'y plaire et pas rencontrer les problèmes qu'on a en Occident liés à mon enfance. Ouais, j'aurais eu du mal en 2030, rencontrent les mêmes problèmes que moi dans le monde du travail, de par leur couleur de peau. Ouais, non, mais je comprends totalement. Et justement, alors toi, tu semblais pas forcément en avoir, mais si je me trompe pas, parce qu'on l'a pas dit, donc ta femme, elle est pas d'origine africaine. Non, eh ben, les Corses, oui. Donc, non, elle n'est pas d'origine africaine. Est-ce qu'elle avait, des craintes particulièrement par rapport aux enfants ou d'autres craintes, par rapport à ce nouveau départ? Alors, elle avait des craintes absolument par rapport à ce nouveau départ, mais comme je t'ai dit, le fait qu'elle soit venue en 2020 et qu'elle ait aussi ce côté où elle a envie d'avoir un impact, elle a envie d'aider les gens, un côté social. Donc, naturellement, le fait de venir ici, ça pouvait aussi lui permettre de combler ce désir-là, ce besoin, et de satisfaire ce côté-là social où elle veut pouvoir elle aussi participer à sa façon au développement du continent africain. Elle me dit souvent que je suis venu en Corse et j'étais quasiment le seul noir. Elle vit à Abidjan, mais c'est pas la seule blanche. Donc, on n'est pas d'égal à égal à ce niveau-là, et que ça lui pose pas de problème. J'ai fait ça il y a 20 ans. 20 ans après, elle est capable de le faire. Donc, on va dire qu'elle a été assez pragmatique à ce niveau-là. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples? Parce que je pense qu'il y a, tu vois, il y a des familles qui nous écoutent, qui vont être dans cette situation où quelqu'un veut partir, l'autre ne veut pas partir. Il y a peut-être aussi ces différences culturelles. Est-ce que, tu peux nous donner des exemples de craintes qu'elle avait et qu'elle a su dépasser à tes côtés? Alors, les différentes craintes qu'elle avait, c'était déjà, comment elle va faire pour s'adapter, comment, les gens vont l'apercevoir, comment, elle va faire pour, circuler en voiture, dans Abidjan. Oui, en fait, c'était ce type-là de crainte. Elle a été commerciale toute sa vie ou dans un commerce toute sa vie, donc en fait, les relations avec les personnes, elle sait les gérer. Aller vers les personnes et parler, échanger, discuter, elle sait faire. Après, c'est juste, comment, les personnes vont l'apercevoir et puis, en se rendant compte que, les gens ici sont assez ouverts. Ils ont envie que leur pays se développe et qu'ils savent que ça passe par, l'arrivée d'autres personnes. Mais finalement, en arrivant ici, en fait, c'est les problèmes qu'elle s'imaginait, c'est pas ceux-là qu'elle a rencontrés. C'est plus, comme je disais, la route. On se disait que c'était difficile et puis rapidement, elle a pris la voiture, elle est partie. Bon, elle conduit tous les jours maintenant. Non sans mal, mais elle conduit tous les jours. Et c'est plutôt au niveau de la chaleur. Parce que on vient en vacances dans un pays où il fait chaud, c'est une chose. Et venir tous les jours, pendant l'hiver, avoir chaud et chaud et chaud et transpirer tout le temps, en fait, c'est ce côté-là que, même moi, hein, qui m'a surpris, c'est la chaleur qu'il peut faire ici, on va dire de octobre jusqu'à avril-mai, c'est lourd, c'est lourd, c'est chaud. Donc voilà, c'était, ce côté-là où, on a tous été surpris de la chaleur qu'il pouvait faire. Mais sinon après le reste, je pense qu'elle s'est relativement adaptée au quotidien, et à l'environnement. Si ceux qui nous écoutent, si vous les installez, parce que moi je le vis actuellement, venez en août quoi, fin juillet, août, franchement le temps est hyper agréable. Alors oui, il y en a qui vont se plaindre, il pleut et cetera, mais c'est d'une douceur, franchement ça fait très plaisir pour l'installation et tout, ne pas avoir à subir, cette chaleur, tu vois, dont tu parles, de manière, importante, moi ça me fait très plaisir. Alors c'est à double tranchant, parce qu'en fait nous on venait du sud de la France et en fait nous on a du soleil tout le temps. À Marseille en fait aux alentours tu as le Mistral et en fait, allez quand tu as du mauvais temps, tu as 3 jours de vent et le ciel il est bleu. On avait le ciel bleu
mais quasiment toute l'année. Et quand tu arrives à Abidjan, c'est vrai, à cette période-là, en fait, je comprends ceux qui viennent de la région parisienne, ils retrouvent la grisaille parisienne, la grisaille abidjanaise, ça, il n'y a pas de grand changement. Mais pour nous, c'était vraiment un grand changement à ce niveau-là, de fait de se retrouver avec le ciel gris, comme ça pendant une si longue période. On parle de luminothérapie. Et en fait, nous, on a eu un peu ce côté-là, surtout ma femme, qui elle, en plus, est née dans le sud de la France, le côté-là où le ciel était gris, gris, gris. Mais tout le monde lui disait, mais t'inquiète pas, quand tu vas regretter le moment où le ciel il était gris, tu vas regretter. Quand on a eu les grosses chaleurs là, C'est clair. tu dis, ah, tu te rappelles ce que tout le monde te disait? Hein? Voilà. Quand il faisait doux là, c'était bien. Moi, je suis contente là. Mais bon, toi aussi, tu vas manger un peu. Tu vas voir la chaleur. Je connais, c'est pour ça que moi, je suis contente actuellement, je profite. Ah oui, donc là, oui, tu peux déguster alors, tranquillement. C'est ça. Ça dure pas, malheureusement. Ou heureusement. Oui, par rapport à la luminothérapie, effectivement, c'est plus, heureusement. Et donc là, on va parler, précisément, vraiment très concrètement de votre installation. Comment cela vraiment s'est passé? Donc on a vendu, comme je te disais, le fonds de commerce en février-mars 2023. Donc moi, je suis venu en avril. Donc j'ai fait le ramadan ici, un petit aparté. Je vais à la salle de sport. Et là, donc le premier jour du ramadan, je vais à la salle de sport comme d'habitude. Moi, je dis ça va, je vais le matin, je vais faire mon sport, je vais faire ma journée. Aïe! À 11 heures, je suis rentré chez moi, je me suis allongé. J'ai dit impossible. J'étais fatigué. Le soleil, il était trop, non, trop étouffant. Et j'ai souffert du ramadan et du sport dans la chaleur d'Abidjan. Et j'ai dit non, de ça, je laisse ça pour les braves. Moi, je suis pas prêt à rentrer dans ça. Donc, je suis venu à Abidjan et là, ben, j'ai commencé à chercher les écoles pour les enfants. J'ai cherché une maison. Donc, comme je disais, étant donné qu'on était dans des bonnes conditions quand même en France, mes enfants donc, ont toujours vécu dans une maison. Et en fait, venir ici en sachant que bah, déjà, on avait la piscine ici, on l'aurait certainement pas. Il fallait qu'on ait quand même la maison pour qu'ils puissent. Sinon, en appartement, mes voisins, ils m'auraient tué. Parce que mes enfants, ils font trop de bruit. Si j'avais un voisin en dessous, il m'aurait tué, assassiné. Tellement qu'ils font du bruit. Donc, pour toutes ces raisons, on a opté pour la maison. Et donc, j'ai cherché. J'ai trouvé donc une maison dans une résidence sécurisée avec gardien à l'entrée. Ben, en fait, j'ai dû prendre la location pour dès le mois de mai. Donc mai, juin, en fait, on n'était pas dans la maison. Donc j'ai payé 2 mois à blanc. Au moins, on était sécurisé et on savait que en tout cas, que cette partie-là était réglée. Et puis, ce qui m'a surpris aussi, ben, c'est que pour l'inscription des enfants à l'école, donc il y a différents établissements. Donc par rapport à l'endroit où j'ai trouvé la maison, donc j'ai cherché l'établissement français le plus proche. Il s'avère que, en fait, il y avait plus de place. On avait commencé le dossier en janvier et j'arrive, le moment d'inscription me dit non, il y a pas de place. Je dis comment ça, il y a pas de place? Il dit il y a pas de place pour payer des écoles à ce prix-là ici? Mais c'est quoi cette histoire? Et ben, non, il me dit ben avant, il y avait un renouvellement. On avait des expatriés qui venaient et qui restaient 3 ans et qui repartaient. Et maintenant, depuis 2 ans, ben en fait, les expatriés repartent plus. Ils se font embaucher à Abidjan et en fait, ils partent pas, ils restent. Donc du coup, ça empiète sur le taux de rotation de places disponibles. On a du mal à trouver des places selon les sections pour les enfants. Donc j'ai été dans la deuxième école qui s'appelle Mermoz. Et là, j'ai pris différemment, c'est-à-dire que je suis parti voir le directeur et autres, et j'ai fait des pieds et des mains pour qu'ils acceptent les enfants. Et au final, j'ai eu la réponse un peu plus tard, après être rentré en France, qu'ils les acceptaient tous les deux dans cet établissement. Donc c'était un grand soulagement déjà qu'ils soient acceptés dans les écoles françaises. Bien que ce soit cher, on était quand même content qu'ils retrouvent quand même des personnes qui sont comme eux, expatriés. Ça permet aussi de faire de nouvelles rencontres et eux une adaptation plus en douceur. Et je pense qu'on a fait le bon choix parce que ils s'y plaisent dans cette école-là. On a essayé de leur demander s'ils voulaient changer, revenir à l'autre école et ils ont refusé. Ils ont dit que non, non, ils sont là-bas, ils sont bien. Ils ont des potes qui sont là-bas, ils s'y plaisent. Donc j'étais convaincu qu'on avait fait le bon choix. Malgré nous, mais c'était le bon choix.
C'est vraiment intéressant, tout ce que tu nous as raconté là. Alors je reviens, sur la partie maison déjà. Alors attends, donc tu viens seule pour faire un repérage en avril et donc dès avril, tu dois payer, 4 mois du coup? Ici, ça fonctionne en 5 mois. Il y a 1 mois pour l'agence, 2 mois d'avance de loyer et 2 mois de caution. Et en fait, ben, mes 2 mois d'avance que j'ai payés, c'était, les 2 mois où, en fait, on n'a pas vécu dans la maison et du coup, on est venu qu'à partir du 11 juillet 2023. Mais j'étais obligé, sinon je prenais le risque de venir et de me retrouver, dans des conditions qui étaient moins bonnes que celles qui étaient prévues. Ça aurait été un peu plus compliqué, donc on a préféré sécuriser cet aspect-là et se dire que, bon, au moins on a trouvé une bonne maison, une grande maison, dans un emplacement qui nous correspond. Ça favorisait aussi l'adaptation. Le fait mes enfants d'ailleurs sont contents de la maison. Elle est grande, ils ont toutes des chambres autonomes, on peut recevoir du monde, donc des amis, de la famille. Donc ça faisait partie des conditions qui nous permettaient à nous de bien nous sentir dans notre nouveau chez nous. OK, ouais, donc en fait, si en gros, oui, si tu faisais pas ça, tu réservais pas dès avril parce que tu aurais pu attendre d'arriver en juillet. Effectivement, tu prenais le risque de perdre la maison. De perdre la maison et puis je prenais le risque aussi, gouverner c'est prévoir. Je gère ma vie familiale un peu comme un chef d'entreprise et il y a une opportunité qui s'est présentée sur cette maison qui est belle, qui est grande. Pendant tout mon séjour, j'ai vu tellement de belles maisons passer, avant d'avoir le temps d'aller la voir, quelqu'un l'a louée donc je suis arrivé, celle-là, j'étais le premier à la voir et en fait, je l'ai prise tout de suite. Sinon, j'ai vu des maisons, loyer 1,5 million, et en fait, j'ai même pas eu le temps d'aller la voir que quelqu'un l'avait déjà louée. Donc ça va trop vite à Abidjan, les locations, donc si je venais au mois de juillet, je prenais le risque qu'en septembre, on soit obligé de prendre quelque chose qui ne nous corresponde pas ou qui correspond parce que moi, j'ai fait venir mon container, j'ai fait venir tout ce que j'ai dans ma maison. Donc du coup, je savais qu'en faisant venir un container, il fallait que j'ai une grande maison pour pouvoir accueillir tout le mobilier, tout ce que j'avais, auparavant et donc ouais, je voulais pas prendre de risque. Donc j'ai fait pour aussi, rassurer ma femme et les enfants, le fait de pouvoir leur montrer la maison, dès maintenant et dire: «Voilà, c'est là qu'on va habiter». Ça faisait partie aussi du processus d'accompagnement, pour ce changement, de pouvoir, leur montrer, bah, là, ça va être ta chambre, mon fils, ça va être ta chambre, ma fille. Mais je pense que c'était la bonne décision. On a perdu de l'argent, mais on a gagné en sécurité. En sérénité, ouais. Ouais, non, mais on voit effectivement aussi que tu es très, attentionnée et bien tant mieux pour eux. Mais je me dis aussi que peut-être pour toi, ça doit être aussi une pression supplémentaire d'un point de vue humain parce qu'en fait, tout le monde est OK pour partir, tout le monde est OK sur le projet. Mais j'ai l'impression que toi, tu as aussi ce rôle-là de: «OK, on est OK, mais il faut que aussi que tu nous rassures». Du coup, bah, ça te met quand même une certaine pression en tant que père, de famille, et mari, qui pouvait peut-être être parfois pas facile, à gérer en plus, des délais, du stress, enfin tu en plus tu me dis que vous avez pris des containers, donc il y avait tous ces délais-là aussi à gérer logistique. Ça devait être aussi, voilà, une certaine pression pour toi, enfin sur le plan humain, j'imagine? Oui, absolument. C'était, on va dire, pas évident étant donné que tu vas vers l'inconnu, hein. Faut pas se leurrer quand tu as né et as grandi en France, que tu vas dans un autre continent où, les mœurs sont différentes, où, la culture est différente, où le mindset est différent. En fait, il y a tellement de choses différentes en fait, le fait de au moins se sentir dans notre maison avec toutes les affaires qu'on avait auparavant, en fait, en revenant chez nous, on retrouve le cocon familial et en fait, donc ça nous permet dans, cette période d'adaptation, bah, en fait, de retrouver des repères qu'on avait auparavant, de par le lit qu'on avait, les cadres qu'on avait dans les chambres et autres. En fait, on peut transposer sa vie d'avant ici et donc en fait, ben, quand on sort de la maison, ah, on est à l'aventure et quand on revient dans la maison, ben, on retrouve ses repères et en fait, ça permet de tous les jours d'avoir, une vie un peu plus sereine. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'était les écoles. Donc tu disais, que peut-être les 4, 5, 6 mois avant la rentrée, tu vas pas à avoir des places dans l'école la plus enfin française la plus proche de chez toi. Ça veut dire quoi? Que si demain il y a des parents qui nous écoutent, qui veulent,
que leurs enfants intègrent une école, française, il faut s'y prendre combien de temps à l'avance maintenant? Comme je te dis, en janvier, on a fait le dossier d'inscription et donc au mois d'avril, quand je viens, c'est aussi pour ça que je suis venu à cette période-là. C'était la période où on devait avoir la réponse. Donc moi, je devais être là directement pour pouvoir les inscrire et pour pouvoir trouver une maison aussi aux alentours pour vraiment travailler sur le déménagement. Et le venir et que d'avoir cette grosse surprise, je me suis dit, oh là là, je me suis dit, je m'attendais pas à ce que des établissements privés qui ont un coût assez important puissent avoir autant d'inscrits. Et donc, c'est là qu'on m'a dit que grosso modo, il y a 12 000 places en école française à Abidjan. Donc, il y a d'autres écoles qui sont pas homologuées françaises, mais qui ont déjà le système français et qui sont en cours d'obtention d'agrément, qui sont là. Voilà, mais bon, je me suis dit que est-ce que je voulais prendre le risque d'aller dans une école alternative ou une école en cours, ou bien j'essaye de leur donner le top du top. Bah, en fait, j'ai fait le choix de leur donner ce qu'il y a de mieux. Certainement parce que moi, j'ai pas eu du tout cette expérience-là de vie. On dit souvent que on essaie d'éviter à ses enfants ce que l'on a vécu soi-même. Donc, j'ai fait le choix de leur donner l'un des meilleurs établissements et environnements. Bon, faut pas se leurrer, hein. Les gens qui ont les moyens ici de se payer ces écoles-là, c'est aussi un réseau pour eux plus tard professionnel, grandir dans un environnement avec des gens qui se payent de bonnes écoles. Oui, il faut aussi prendre très tôt. Et malheureusement, il y a aussi un autre. J'avais payé des écoles pour ma fille et pour mon fils, en fait, les frais d'inscription pour deux autres écoles au cas où s'ils n'étaient pas pris à Mermoz non plus. Et au final, ils ont été pris et ils remboursent pas les frais d'inscription. Donc voilà, j'ai pris ce risque-là. Mais je voulais pas qu'ils se retrouvent sans école ou avec des difficultés à la rentrée. Oui, là, l'un des conseils, ce serait vraiment de s'y prendre le plus tôt possible et de venir sur place surtout, le plus tôt possible parce que a priori, ça peut quand même aider à convaincre. Est-ce que tu as quand même eu de l'aide pour gérer tout ça? Parce que je me dis, sur place, même pour la recherche, est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont aidé pour le repérage, avant de venir ou tu as vraiment tout fait tout seul? Alors bon, je suis venu et donc mon cousin était ici, mais il était très chargé par ses activités. Il m'a donné les clés d'une voiture qu'il avait. Il m'a donné 2 contacts pour essayer d'avoir des maisons mais en fait ça a pas trop abouti. En fait, je me suis débrouillé un peu ici sur place avec les annonces sur les internet, sur Facebook pour essayer de rencontrer le maximum de personnes et donc j'ai eu plein de démarcheurs. J'ai Après il y a un business aussi, de la visite de maison. C'est que quand tu visites une maison, tu dois payer 5 000 francs. Voilà, des fois on va te faire visiter des maisons, en fait tu arrives devant, si tu sais que déjà de l'extérieur elle te plaît pas, ne rentre pas, si tu vas gagner 5 000 francs. Et ouais, il faut essayer de cibler des zones aussi. Oui, ils essaient toujours de t'emmener là où il y a moins de biens disponibles, mais c'est pas forcément le mieux placé pour ta vie future ou celle de demain. J'ai notamment, ben, j'ai un ami enfin, c'est devenu un ami maintenant qui est ici. Il s'est installé il y a 2 mois à Abidjan. Et en fait, il est parti s'installer à Bata. Je lui dis que, en fonction de ce que tu fais, à Bata, ça peut être très compliqué parce que pour rentrer et sortir d'Abata, c'est pas évident. Il est venu s'installer il y a 2 mois et il me dit: «J'aurais dû t'écouter, j'aurais pas dû aller à Bata parce que je galère tous les jours, pour sortir d'Abata ou pour rentrer». Voilà, il faut donc bien cibler par rapport à son activité, son habitation, puisque les bouchons à Abidjan, ça peut vraiment être, terrible. Ceux qui sont à Bingerville ou à Bata, pour eux, c'est vraiment, vraiment compliqué, tous les jours d'aller travailler et de rentrer le soir parce que c'est énormément fréquenté et c'est embouteillé, tous les jours. Bah, merci, pour ces conseils et donc on va revenir un peu sur la partie coût. Donc tu disais qu'effectivement, la villa, elle avait un certain coût. Est-ce que tu pourrais nous le partager? La villa dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Alors en fait, on a une villa donc on a 5 chambres, autonomes, donc avec salle de bain, un grand double séjour avec un jardin, plus un garage ouvert et on paye 800 000 dans une résidence sécurisée, avec des agents de sécurité. Alors, à ce prix-là, dans tout ce que j'ai visité, j'ai pas trouvé. C'était toujours au moins 400 000 de plus. Donc c'est pour ça aussi que j'ai sauté sur l'occasion. C'était une maison complètement rénovée, donc quasi neuve. Dans la zone où je suis, les gens payent beaucoup plus que ça. Donc
Donc j'ai saisi sur l'opportunité, j'ai sauté dessus directement. Ouais, donc c'est un peu plus de 1 200 € par mois et du coup, c'est où exactement la zone, tu as dit? C'est Alors c'est à La Palmeraie. En fait, il y a plusieurs, résidences comme ça. Par rapport à mon activité, c'est bien placé. Un peu moins par rapport à celle de ma femme, mais pour moi, c'est et finalement pour les enfants, c'est pas aussi idéal. pourquoi? Parce que eux, ça leur demande, pas mal de trajets pour aller à l'école? Oui, en fait, il y a une navette qui vient le matin à 6h15 pour commencer les cours à 7h30. Donc en fait, ils arrivent quasiment 1 heure de transport le matin, 1 heure de transport le soir. C'est du trajet pour eux et en fait, on a la route François Mitterrand et en fait, qu'on habite d'un côté ou de l'autre, ça change tout, par rapport à la vie du quotidien. Mes activités sont, de ce côté-là de François Mitterrand, donc étant donné qu'il faut une proximité pour, l'activité professionnelle, on est venu se mettre là. Et tu disais que ta femme, elle avait, c'était peut-être plus compliqué pour elle côté professionnel, parce qu'elle fait quoi du coup aujourd'hui à Abidjan? Alors en fait, bon, à Abidjan, il y a une particularité, c'est que on fait souvent pas qu'une seule chose à Abidjan. On a plus souvent plusieurs activités. Donc en plus de travailler, sur la partie contrôle de gestion, sur notre activité, elle fait aussi, une agence commerciale de représentation pour, sociétés, commerciales, allemandes et donc elle travaille beaucoup en zone 4. Alors en fait, c'est agent commercial. Alors en fait, il y a des, marques, pas notamment dans le bâtiment, donc la robinetterie, le carrelage, les produits connexes et autres et en fait, elle fait de la représentation pour ces marques auprès de réseaux de distribution ici Pour qu'ils soient visibles et qu'ils aient des marchés, quoi? et qu'ils aient des marchés pour qu'ils soient présents dans des hôtels. Elle fait des projets hôteliers aujourd'hui, l'équipe, la robinetterie de tout l'hôtel, ou le carrelage ou d'autres produits, donc travailler sur ça et le réseau de revendeurs, de distribution est surtout, disponible là-bas. OK et du coup, donc sur la partie coût, donc maintenant pour les écoles, donc tu disais aussi, que c'était pas forcément donné. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire quel est le coût mensuel, pour l'ensemble de tes enfants? Donc pour l'inscription, Ou annuel, hein, si c'est plus simple, tu peux dire le coût annuel. oui annuel alors en fait, c'est 4 millions pour, l'inscription pour mon fils et 3 millions pour, ma fille. Donc ça fait les frais d'inscription donc sont de 7 millions par an. Plus il faut ajouter la demi-pension, 650 pour mon fils, 550 pour ma fille, ce qui fait 1 200 000 par an. Ensuite pour le transport scolaire, c'est 900 000 francs par an. Et puis on a les activités extrascolaires, étant donné que dans les écoles ici primaires, on a cours donc de 7h30 à 12h45. Et après, donc l'école est finie, donc là des activités jusqu'à 16h qu'on a au choix, de la danse, de la musique, du chant, du judo, bon, une multitude d'activités sportives ou culturelles. Et donc là, ça fait 520 000 francs par an. Donc aujourd'hui, on a pour mes deux enfants un total qui est d'environ plus de 10 millions de francs CFA pour les frais d'inscription annuels. Et puis j'ai donc mon bébé qui est à la crèche pour laquelle on a 150 000 francs d'inscription dans une école bilingue, une crèche bilingue, et, par mois. Donc ça nous fait 1,65 million de francs CFA par an pour l'inscription à la crèche. Puis après, il faut rajouter à tout ça donc tous les livres, les tenues, les sorties scolaires et tutti quanti. Waouh et donc ouais, donc en gros, pour les 2 donc les 2 plus grands, j'ai fait la conversion donc en euros, on parle de 15 000 € l'année, 1 500 par mois. Bah, franchement, merci beaucoup pour ces informations, côté finances et du coup, juste pour finir sur la partie installation, mais plus côté administratif, est-ce que du coup, vous avez pris une mutuelle, locale? Pour toi, pour les enfants, pour le Alors en fait, j'étais, près de contracter donc une mutuelle. En fait, j'avais tous les devis. Je suis tombé malade et puis je suis allé, attraper, froid avec la clim ici et en fait, je suis allé voir, un médecin et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si cher que ça, les médecins et puis après, on a eu, d'autres, ma femme a eu un problème, on est parti aux urgences et puis en fait, c'est pas si cher que ça, le coût de la mutuelle pour, ma famille, en étant protégé au maximum, on était à 250 000 par mois. Autant dire que j'ai pas eu pour 250 000 francs
de frais depuis 1 an. Donc pour ceux qui nous écoutent, 250 000, c'est à peu près 400 €, hein, pour que vous puissiez vous situer. Ouais. Pour être couvert bien. Mais finalement, en fait, à chaque fois qu'on a eu, on a même vu un ophtalmo pour ma fille, elle doit mettre des lunettes. On a payé des lunettes et en fait, on est très en dessous de ces montants de dépenses. Donc. Après, je me dis peut-être que s'il était arrivé un gros souci, un gros pépin, là, on aurait vu la différence. Mais j'ai pas senti, en tout cas aujourd'hui, la nécessité de le faire, bien qu'il va falloir qu'on y pense. Mais ce qu'on a fait, en fait, pas comme beaucoup, hein. On est parti en France au mois de juin, et puis on a fait un check-up médical où on a fait dentiste, ophtalmo, généraliste, prise de sang. On a fait la totale pour faire un check-up médical et tout va bien. Très bien, j'apprends aussi des choses. Moi, on refera bien. On avait fait le calcul, on le refera bien davantage pour vérifier que ça vaut le coup de prendre. Parce que nous, on n'a qu'un enfant, mais on le refera davantage. Enfin, de manière plus précise en tout cas. Et pour la côté identité, j'imagine que vous avez tous une carte de résident. Ma femme et moi seulement avons des cartes de résident. J'ai pas fait de carte de résident pour mes enfants. Il n'y avait pas forcément nécessité qu'ils aient une carte de résident. Donc j'ai fait pour ma femme et moi, on a été à la CPC en un mois. On a fait les formalités. C'était pas simple parce qu'ils demandaient plein de documents. Pour l'enrôlement sur Internet, c'est pas évident parce qu'en fait, leur mode de fonctionnement il est différent de celui qu'on retrouve en France. Après, une fois que c'est fait, ça fonctionne bien. Et une fois qu'on l'a, c'est pour 5 ans. Donc là, on sait on devra attendre 4 ans avant de refaire la demande. Et donc, tu m'as dit, vous les avez reçus du coup en un mois. En un mois. On a déposé le dossier d'enrôlement, on a été à la CPC, on a fait le rendez-vous, prise d'information, et un mois après, on est venu la récupérer. Au niveau du permis, lorsqu'on arrive ici et qu'on conduit, on est censé normalement conduire avec un visa que pendant 3 mois. Et au-delà de 3 mois, on est censé ne plus conduire ou à faire changer son permis en permis ivoirien. Donc il était hors de question pour moi de changer mon permis en permis ivoirien. Donc j'ai continué de conduire avec mon permis français. Et comme j'ai bougé professionnellement, en fait, j'ai eu des visas d'entrée. Et donc du coup, en fait, j'ai bougé 2 fois, ma femme 3 fois. Et donc on a eu des visas d'entrée qui nous a permis tout au long de l'année de conduire. Ah oui, de prolonger. De prolonger exactement, d'avoir toujours 3 mois de... Alors, à chaque contrôle, c'est pas, oui, ils ne le demandent pas systématiquement, mais ils le demandent des fois. Donc, il faut avoir son passeport avec soi pour pouvoir me montrer le visa d'entrée. Ah, c'est intéressant ça. Ok, je regarderai quand moi mon cas se présentera parce que j'ai le permis français aussi. Et on va du coup maintenant passer au vif du sujet plus côté business, à savoir tes activités professionnelles et entrepreneuriales en Côte d'Ivoire. C'est parti. C'est tout pour aujourd'hui. Comme à chaque fin d'épisode, je te partage la petite to-do. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Laisse-nous un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée pour le soutien. Partage le podcast autour de toi. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.